Vous vous réveillez après 10 ans d'hibernation. Vous ne vous souvenez de rien. On vous dit que vous êtes une légende, que vous avez sauvé la civilisation plusieurs fois, que vous maîtrisez une technologie que personne d'autre ne comprend, et qu'avant de vous endormir, vous avez lancé une mission appelée Directive Zéro, dont personne ne connaît le but. Bienvenue sur Talos 2, bienvenue dans Arknights Enfield. Et croyez-moi, ce que ce jeu cache sous ses airs de gacha spatial, c'est bien plus profond que ce que vous pensez. Parce qu'on va pas se mentir, quand on voit gacha et open world dans la même phrase, on s'attend à du Genshin-like avec un skin différent, un monde joli mais creux, des quêtes FedEx déguisées en narration et une histoire qu'on skip, en admettant que ce soit possible, au bout de 10 minutes. Enfield, c'est pas ça. Ce jeu pose un univers, un vrai, dense, stratifié, avec des implications politiques, scientifiques, philosophiques, qui tiennent la route. Et aujourd'hui, on va le décortiquer ensemble. Et d'ailleurs, si vous voulez ne pas rater les autres vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Ça soutient énormément, bien plus que ce que vous pensez. Avant de parler de qui vous êtes, il faut comprendre où vous êtes. Talos 2, ce n'est pas une planète, c'est une lune massive en orbite autour d'un géant gazeux appelé Talos, quelque part aux confins de l'univers d'Arknights. Petite précision avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Je n'ai jamais joué à Arknights original. Des quelques informations qui vont être originaires du jeu de base peuvent donc être inexactes et je les ai eues avec l'aide de quelques membres de la communauté. D'ailleurs, merci à eux. Si ça fait écho à ce qui se passe réellement dans le jeu, tant mieux. Mais je ne suis pas un expert de ce tower defense. Et franchement, ça peut être un avantage. Parce que je découvre ce monde avec des yeux neufs. Je n'ai pas de nostalgie et je ne vais pas faire de comparaison permanente. Je vais juste profiter de ce que je vais découvrir. Et donc, reprenons parce que cette lune, elle a une histoire compliquée. Et il y a 142 ans, des pionniers venus de Terra, ils ont découvert une porte dimensionnelle, une Nethergate, un portail cosmique capable de transporter des gens, des ressources, des technologies à travers l'espace-temps. Et de l'autre côté, il y avait Talos 2. Une lutte vierge, hostile, pleine de ressources. Un nouveau départ. Pensez-y 2 secondes. Vous êtes sur une planète surpeuplée, ravagée par l'oripathie, déchirée par les guerres. Et là, on vous ouvre une porte vers un monde vierge. Bien sûr que tout le monde veut y aller. Alors Terra a envoyé des colons, des corporations, des syndicats, des scientifiques. Tout le monde voulait sa part du gâteau. L'expansion a commencé, les infrastructures se sont développées et surtout, ils ont apporté l'Originium, ce minerai énergétique qui alimente toute la civilisation dans l'univers Arknights. Et on en reparlera en détail parce que, croyez-moi, c'est un sujet à lui tout seul, ce caillou. Et puis, quelques années après le début de la colonisation, il y a eu la première guerre des Agéloi. Les Agéloi, ce sont des créatures inorganiques, des entités massives, incompréhensibles, dévastatrices. Imaginez des kaiju, comme Godzilla, mais sans la moindre trace de biologie. Pas de chair, pas de sang. Juste de la matière brute, hostile, qui détruit tout sur son passage. Elles ont attaqué les colonies, elles ont tout détruit. Genre, vraiment tout. En quelques mois, le rêve colonial tourne au cauchemar. Et pendant cette guerre, Nethergate, le seul lien avec Terra, a été détruite. Coupure totale. Plus de retour possible, plus de renfort, plus de communication avec le monde d'origine. Et ça, c'est un détail que le jeu ne souligne pas assez à mon goût, mais qui change tout. Parce qu'à partir de ce moment-là, Talos 2 n'est plus une colonie, c'est une île, une civilisation orpheline. Tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils ont, ça vient de Terra. Et Terra n'existe plus pour eux. Ils sont seuls, avec l'héritage d'un monde qu'ils ne reverront jamais. Les survivants se sont retrouvés seuls, coincés sur une lune hostile, et ils ont dû reconstruire. Seuls. 140 ans plus tard, Talos 2 n'est plus une colonie. C'est une civilisation indépendante, fragmentée, contrôlée non pas par des nations, mais par des corporations et des syndicats regroupés en consortium, la ceinture civilisée. Et déjà, on sent le problème. Pas de gouvernement, pas de constitution, pas de démocratie. Juste des intérêts économiques qui se font contrepoids. C'est pas de la politique, c'est du commerce avec des armes. Et au centre de tout ça, il y a les industries Enfield, une méga corporation technologique spécialisée dans la construction, l'exploration et surtout
dans une technologie révolutionnaire appelée le réseau protocole. Enfield, c'est le pilier de l'expansion sur Talos 2. Sans eux, la civilisation s'effondre. Et vous êtes l'administrateur, leur carte maîtresse, leur légende vivante. Sauf que vous ne vous souvenez de rien. Alors, qui êtes-vous vraiment ? Dans les archives de Talos 2, l'administrateur est décrit comme une figure protective, une entité qui apparaît lors des catastrophes majeures, qui sauve l'humanité à chaque fois. Des légendes circulent, des rumeurs. Mais personne ne connaît votre véritable identité. Peu de gens vous ont vu en personne. Vous êtes un mythe, une ombre, un nom murmuré avec respect et crainte. Et c'est déjà fascinant comme concept, parce que dans la plupart des gachas, vous êtes un élu générique, le voyageur de Genshin, le pionnier de Star Rail, des pages blanches qu'on vous demande de remplir. L'administrateur, c'est l'inverse. C'est une page déjà écrite, mais dont l'encre a été effacée. Vous avez un passé, des exploits, une réputation, mais vous ne vous en souvenez pas. Et votre rôle dans les industries Enfield est unique. Officiellement, vous êtes sous les ordres du fondateur, la figure mystérieuse au sommet de la hiérarchie d'Enfield. Mais dans les faits, vous avez une autonomie totale. Vous dirigez Perdica, que vous avez soi-disant vous-même recruté, la superviseur opérationnelle. Vous gérez les missions critiques, vous décidez de l'orientation stratégique. Le fondateur, d'ailleurs, c'est un mystère en soi. Personne ne l'a vu, personne ne sait qui c'est. Est-ce que c'est une personne réelle, un titre honorifique, un concept ? Le jeu ne dit rien. Et ce silence est plus éloquent que n'importe quelle révélation. Mais surtout, vous avez quelque chose que personne d'autre n'a. L'Originium. L'Originium, c'est le minerai central de l'univers Dark Knights, une création originaire de la planète Terra. C'est une source d'énergie incroyablement dense. Ça permet d'alimenter des technologies avancées, de manipuler ce qu'on appelle les arts, une sorte de magie technologique, et c'est aussi un support de données. Parce que l'Originium, c'est pas juste un caillou qui brille. Non, c'est un cristal capable d'assimiler de l'information, de la stocker, de la conserver dans un espace hyperdimensionnel appelé l'univers assimilé. Si vous voulez une analogie, c'est comme si chaque cristal d'Originium était un disque dur biologique, sauf que la capacité de stockage est théoriquement infinie. Et là aussi, les données ne sont pas rangées sur une étagère, elles flottent dans une dimension parallèle, accessible uniquement via le cristal. Et vous, vous savez comment interagir avec cet univers. Vous savez comment extraire des données, comment manipuler l'Originium de manière unique, comment exploiter ses propriétés d'une façon que même les meilleurs scientifiques de Talos 2 ne comprennent pas. Est-ce de là que vient votre surnom d'enfant d'Originium ? Oui, je sais. On est déjà dans la hard sci-fi. Mais accrochez-vous parce que le pire arrive. Parce que l'Originium, c'est aussi un poison. Quand les particules d'Originium entrent en contact avec un organisme vivant, par inhalation, contact sanguin et exposition prolongée, elles commencent à s'assimiler au tissu biologique. Elles fusionnent avec les cellules. Elles remplacent progressivement la chair par de la matière cristalline. Et ça provoque une maladie terminale, l'oripathie. Imaginez votre peau qui craquelle, et à la place de la chair, il y a du cristal. Vos doigts qui deviennent translucides, vos poumons qui se remplissent de minerais, et ça prend des mois, des années parfois, une mort lente et douloureuse. Mais pire encore, l'oripathie, c'est aussi un stigmate social. Les infectés étaient marginalisés, rejetés, traités comme des parias, des dangers publics. Pensez un petit peu aux lépreux du Moyen-Âge, même peur, même rejet, même déshumanisation. Depuis, sur Talos 2, les choses ont bien évolué. Les scientifiques ont développé des suppresseurs, des traitements qui ralentissent la progression. L'oripathie, ce n'est plus une sentence de mort immédiate. C'est devenu une maladie chronique, gérable, mais jamais guérie. Et c'est là toute l'ironie tragique de Talos 2. L'Originium, c'est ce qui permet à la civilisation de survivre. C'est la source d'énergie, c'est la base technologique, c'est le cœur de tout. Mais c'est aussi ce qui tue les gens, lentement, inévitablement. Chaque mineur qui extrait de l'Originium prend le risque de contracter l'oripathie. Chaque ingénieur qui manipule des cristaux bruts s'y expose. Chaque travailleur dans les terres sauvages vit avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est un pacte avec le diable. On survit grâce à l'Originium, mais on meurt à cause de lui. Et si vous trouvez que ça ressemble au pétrole, à l'amiante ou au nucléaire,
Ce n'est pas un hasard. Enfield pose exactement les mêmes questions que le monde réel. Quel point est-on prêt à se détruire pour maintenir notre niveau de vie? Où est la limite entre nécessité et sacrifice? Mais vous n'avez pas que l'Originium dans votre arsenal. À côté, vous avez autre chose. Quelque chose d'encore plus critique. Le réseau protocole. C'est la grande invention des industries Enfield. En gros, imaginez un système de téléportation. Vous posez un point A au sol, un téléprotocole. Le vaisseau en orbite, le Dijiang, lui fait le lien. Et tout ce qui passe par ce point arrive instantanément là où il faut. C'est ça, le réseau protocole. Et la technologie qui rend tout ça possible, c'est le proto-rig, un système basé sur le protocole Originium. Et cette technologie a une particularité unique. Elle ne peut être déployée que par vous. Grâce à vous, Enfield a pu développer les nappes, les noyaux d'automatisation du protocole, des systèmes qui automatisent la construction d'infrastructures massives. Grâce à vous, Enfield peut déployer des bases avancées en quelques heures dans les zones les plus hostiles de Talos 2. En termes de gameplay, c'est littéralement le système de construction de base. Mais en termes de lore, c'est vous qui rendez tout ça possible. Chaque bâtiment que vous posez, chaque infrastructure que vous déployez, c'est parce que vous avez activé le proto-rig, le gameplay et le lore. Ça, c'est rare dans un gacha. Sans vous, pas de téléprotocole. Sans téléprotocole, pas d'expansion. Sans expansion, Talos 2 meurt à petit feu. Vous êtes littéralement le cœur technologique de la corporation. Mais il y a un prix. Vous devez entrer en hibernation régulièrement. Des périodes prolongées de sommeil cryogénique. Personne ne sait vraiment pourquoi. C'est l'un des secrets les mieux gardés d'Enfield. Et quand vous vous réveillez, vous avez perdu des morceaux de la mémoire. Encore une fois, pensez à ce que ça implique. Vous êtes indispensable. La civilisation repose sur vous. Et pourtant, régulièrement, vous disparaissez. 10 ans, 20 ans. Et quand vous revenez, vous ne savez plus ce que vous avez fait. Vous ne savez plus pourquoi vous l'avez fait. Le jeu commence après 10 ans d'hibernation. Vous vous réveillez dans le Dijiang, le quartier général d'Enfield. Perlika vous accueille. Elle vous explique la situation actuelle. Et elle vous parle de la Directive 0. Cette Directive 0, c'est une mission que vous avez vous-même mis en place avant votre hibernation. Une mission mystérieuse, urgente, critique pour l'avenir de Talos 2. Mais vous ne vous souvenez plus de ce que c'est. Vous ne savez pas pourquoi vous l'avez lancé. Vous ne savez pas quel est l'objectif final. Vous savez juste que ça concerne la Vallée 4. Une zone désolée, riche en minerais, abandonnée après un accident catastrophique il y a des années. Et maintenant, il faut y retourner. Il faut déployer les nappes. Il faut établir des téléprotocoles. Il faut explorer. Il faut découvrir ce que vous aviez prévu. Parce que quelque chose arrive. Quelque chose de grave. Les Agheloi sont de retour. Les Bristers deviennent de plus en plus agressifs. Les failles éthériques se multiplient. Et au milieu de tout ça, il y a ce projet que vous avez lancé il y a 10 ans, dont personne ne connaît le but. Vous êtes une légende, mais vous êtes aussi amnésique. Vous êtes puissant, mais vous êtes incomplet. Et c'est exactement ce paradoxe qui rend l'administrateur fascinant. Parce que vous n'êtes pas un héros tout-puissant qui débarque pour sauver le monde. Vous êtes quelqu'un qui a déjà sauvé le monde plusieurs fois, mais qui ne se souvient pas de comment il l'a fait. Vous êtes quelqu'un en qui tout le monde a confiance, mais qui se ne fait pas confiance lui-même. Et pendant que vous essayez de comprendre qui vous êtes, le monde autour de vous continue à s'effondrer. C'est beau, c'est tragique, et c'est extrêmement bien écrit. Maintenant que l'on sait qui vous êtes, parlons de qui va vous empêcher de faire votre travail, ou vous aider, ça va dépendre. Parce que sur Talos 2, tout le monde a besoin de vous. Mais personne ne vous fait confiance pour les mêmes raisons. Et vous, vous faites encore moins confiance que les autres. Talos 2, ce n'est pas un monde unifié. C'est un patchwork de factions corporatives, de syndicats, d'ordres militants et de pilleurs. Il n'y a pas de gouvernement central, pas de pays, juste des organisations regroupées en consortium qui contrôlent des territoires, qui signent des contrats, qui se font la guerre économique et qui collaborent quand il le faut. Et au centre de cet équilibre fragile, malgré tout, ces organisations ont réussi à s'unir pour faire la ceinture civilisée. C'est la zone habitable de Talos 2, une bande étroite autour de la Lune, où les colonies, les villes nomades et les avant-postes sont regroupés. Le reste, ce sont les terres sauvages, des déserts hostiles, des zones non cartographiées, des territoires infestés d'Agheloi et de Brister. C'est le Far West, mais en pire. Parce que dans le Far West, au moins, le sol ne vous tue pas.
Dans tout ça, vous représentez la faction des industries Enfield, une corporation technologique spécialisée dans l'ingénierie, la construction et l'exploration. Et ils fournissent les infrastructures qui permettent à la civilisation de survivre. Leur objectif officiel ? Cartographier les terres sauvages, déployer des avant-postes, exploiter les ressources, repousser les frontières de la ceinture civilisée, être les pionniers de ce monde. Leurs objectifs officieux ? Contrôler l'accès aux technologies les plus avancées de Talos 2. Le proto-rig, c'est leur monopole absolu, parce que vous seul pouvez le déployer. Et tant qu'ils vous ont, il reste indispensable. Et ça pose une question que le jeu ne formule pas directement, mais qui plane en permanence. Est-ce que Enfield vous protège parce qu'ils tiennent à vous, ou parce qu'ils tiennent à votre technologie ? Est-ce que vous êtes un partenaire, ou un outil, un héros, ou un actif stratégique ? À côté, nous avons le STUT, le syndicat des travailleurs unis de Talos 2. Les mineurs, les constructeurs, les logisticiens, ce sont eux qui ont bâti les premières infrastructures de Talos 2 après la première guerre des Agéloi. Sans eux, il n'y aurait pas de colonie. Mais ils ont payé le prix fort. La Vallée 4, par exemple, c'était leur projet phare, une zone riche en minerais avec un chêne d'originium géant. D'ailleurs, vous êtes celui qui l'avait fait pousser, hein. Et c'est une formation cristalline massive qui est utilisée comme arme contre les Agéloi. Mais un accident catastrophique a détruit le chêne. Et le STUT, à ce moment-là, a perdu des milliers de travailleurs. Des milliers. Pas des dizaines. Des milliers. Dans une civilisation aussi isolée sur une lune, c'est une hécatombe. Et beaucoup d'entre eux, en plus, ont développé l'oripathie. Parce que dans les mines, dans les zones d'extraction, l'exposition à l'originium est constante. Les particules flottent dans l'air, elles s'infiltrent dans vos poumons, elles contaminent. Depuis cet accident, le STUT est devenu plus prudent, plus conservateur. Et il regarde parfois Enfield avec méfiance, parce que Enfield veut retourner à la vallée. Et ça ravive de vieilles blessures. On va pas se mentir, c'est un conflit qu'on connaît dans le monde réel. L'entreprise tech qui veut avancer, innover, déployer, et les travailleurs qui disent « La dernière fois, ça a coûté la vie à nos gens ». Qui a raison ? Le jeu ne tranche pas. Et ça, c'est très intéressant. À côté, nous avons une faction qui contrôle les chaînes d'approvisionnement, la CCGT, la Chambre du commerce général de Talos 2. Nourriture, armes, équipements, commerce avec les avant-postes éloignés. Ils ont des conducteurs, des agents d'influence, partout. Ils ne gouvernent pas officiellement, mais ils tirent les ficelles économiques. Si vous voulez survivre dans les terres sauvages, vous passez par eux. Vous voulez ouvrir un avant-poste, vous signez avec eux. Ils ne se battent pas directement, ils achètent les batailles. C'est le capitalisme poussé à son extrême. Quand il n'y a pas d'État, c'est le marché qui gouverne. Le marché, il n'a pas de morale. Il a des marges. Et autour de tout ça, il y a d'autres factions, comme l'Ordre du Serment d'Acier, qui tient les frontières avec ses chevaliers. Ils sont fournis en armes par le Fort Forge, une manufacture d'armement. Leur rôle, c'est la sécurité et l'ordre. Moins de poids économique que les autres, mais dans un monde où les Agéloi peuvent attaquer à tout moment, avoir une armée loyale, ça compte. On a aussi l'Académie des sciences de Hongshan, la faction scientifique. Recherche sur l'originium, sur les terres, sur les technologies des ruines pré-colonisation. Moins de poids politique direct, mais leur expertise, elle est critique. Et c'est eux qui contrôlent Wuling, la deuxième ville que vous découvrez après avoir terminé la Vallée 4. Un hub scientifique, un centre de recherche avancé. Un endroit où on comprend que ce monde cache des secrets que personne ne devrait peut-être découvrir. Et que certaines technologies sont trop dangereuses pour être maîtrisées. Wuling, c'est le moment où ce genre de vidéos deviennent nécessaires. Parce que si vous avez juste rush le contenu, vous avez raté la moitié de ce que ce dieu raconte. Il y a des ruines, des technologies, des indices sur le secret de ce monde. Il y a beaucoup de choses de cachées dans des éléments secondaires. Et puis à côté, nous avons Rhode Island. Oui, la même Rhode Island que dans Arknights. Mais ici, ce n'est plus une petite pharma en galère. C'est une branche qui a suivi les colons sur Talos 2, dirigée par Warfarin, ancienne chef du département médical dans le jeu original. Mais Rhode Island ici a fait quelque chose que personne n'avait jamais tenté. Ils ont créé les réplicants. Et là, accrochez-vous, parce que c'est le concept le plus fou du jeu. Sur Terra, il existe 3 cristaux appelés les originiums primordiaux. Ce sont les sources originelles, les cristaux à partir desquels tout l'originium connu sur Terra s'est propagé. Quand les colons sont partis pour Talos 2, ils ont apporté un fragment d'un de ces originiums primordiaux, et ce fragment est devenu la source de tout l'originium sur la Lune.
Mais ce fragment, il contenait aussi autre chose. Des données, des souvenirs, des fragments d'identité d'opérateurs de Terra, stockés dans l'univers assimilé du cristal. Vous vous souvenez de l'analogie du disque dur? Imaginez que ce disque dur contienne des copies partielles de personnes réelles. Pas des copies parfaites, des fragments, des éclats de mémoire, de personnalité, de compétences, corrompus par 150 ans de dégradation. Pendant la première guerre des Agueloy, le fragment a été endommagé. Les données ont été corrompues, fragmentées. Mais Warfarin et Rhode Island ont trouvé un moyen de décoder ces fragments, de les extraire, de les reconstruire. Et quand ils font ça, ils créent des réplicants. Des personnages qui ressemblent aux opérateurs Dark Knights, qui ont leurs souvenirs, leurs compétences, mais qui ne sont pas eux. Ce sont des individus nouveaux, dépendants, conscients d'être des reconstructions, mais avec leur propre personnalité, formée par Talos 2. C'est brillant, narrativement, parce que ça permet de réintroduire des personnages iconiques Dark Knights sans trahir leurs arcs originaux. Les Veitain, par exemple, c'est la réplicante de Surtre. Elle a ses souvenirs de Terra, mais elle est différente. Elle vit sa propre histoire. Et du point de vue existentiel, c'est vertigineux. Imaginez qu'on vous dit « tu as les souvenirs de quelqu'un d'autre, les compétences de quelqu'un d'autre, mais tu n'es pas cette personne. » Qui êtes-vous alors? Est-ce que vos souvenirs définissent qui vous êtes? Ou est-ce que c'est ce que vous en faites? Et tout ça, rendu possible par l'Originium, encore et toujours. L'Originium, vous connaissez maintenant. Ce qui manque au tableau, c'est ce qui lui fait face. L'éther. Et là, on entre dans le vrai sujet. Parce que si l'Originium, c'est le sang de Talos 2, l'éther, c'est le cancer. L'éther, c'est une énergie qui vient du plan éthérique, une dimension parallèle, un espace en mort thermique, saturé de toxines, un lieu où la réalité elle-même se désintègre. La mort thermique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un concept de physique. C'est l'état final de l'univers quand toute l'énergie s'est dissipée. Plus de mouvement, plus de chaleur, plus de vie. Juste du vide, du rien. Et le plan éthérique, c'est ça. Un univers mort, mais pas vide, saturé de toxines, comme si la mort elle-même avait laissé des résidus. Sur Talos 2, la barrière entre l'espace réel et le plan éthérique est fine, fragile. Parfois elle se fissure, et quand ça arrive, ça crée des failles, des conduits interdimensionnels, des zones où l'éther s'infiltre dans le monde réel. Et quand l'éther touche la matière, il la corrompt, il la transforme. Parfois, il la détruit. Parfois, il la contamine avec la gangrène, une substance toxique qui dévore tout sur son passage. La gangrène, c'est la menace constante. Une matière destructrice qui fuit du plan éthérique et qui s'étend lentement sur Talos 2. Les zones touchées deviennent inhabitables, les créatures y mutent, les humains y meurent, mais en même temps, des ruines y apparaissent. Et voilà le paradoxe. L'Originium peut contenir l'éther. Quand on cultive de l'Originium, ça réduit l'influence de l'éther, ça referme les failles, ça protège la réalité. Mais en même temps, l'éther détruit l'Originium. Quand une faille s'ouvre, il consume les cristaux autour de lui. C'est un équilibre précaire, un bras de fer permanent entre deux forces opposées. L'Originium protège contre l'éther détruit l'Originium, et entre les deux, il y a Talos 2, fragile, vulnérable, dépendante des deux. Mais on n'a pas encore parlé de la partie la plus dérangeante, parce que l'Originium, il ne se propage pas comme sur Terra. Sur Terra, il se multiplie via les catastrophes, des événements naturels dévastateurs qui font germer des cristaux partout, ou via des actes violents, des tueries de masse, des conflits sanglants. L'Originium se nourrit de la violence, de la mort, du chaos. Je le redis que vous compreniez bien, mais l'énergie qui fait vivre la civilisation se nourrit de mort. Sur Talos 2, il n'y a pas de catastrophe naturelle comme sur Terra. Alors, comment est-ce que l'Originium se propage-t-il? Et là, une question sombre se pose. Est-ce que le consortium utilise des bristères pour ça? Est-ce que les raids, les massacres dans les terres sauvages ne sont pas juste du banditisme, mais des catalyseurs? Des fermes à Originium déguisées en chaos? Parce que sans violence, sans mort, l'Originium stagne, et sans Originium, Talos 2 meurt. C'est un cycle horrible, autodestructeur, mais peut-être inévitable. Et si c'est vrai, ça change pas mal de choses. Ça veut dire que la ceinture civilisée, les corporations, les syndicats, les factions dites propres sont complices. Pas par méchanceté, par nécessité. Ils ont besoin de la violence pour survivre.
Et ils ont besoin que les terres sauvages restent sauvages. Et ça, c'est un excellent world building. Parce que ça ne nous dit pas qui est le méchant. Ça vous dit que le système est le méchant. Et que tout le monde en fait partie. Et c'est là que votre rôle prend tout son sens. Vous n'exploitez pas juste l'Originium. Vous exploitez la frontière entre les deux. Le réseau protocole, les téléprotocoles, le Dijiang, tout ça repose sur cette interaction dangereuse entre Originium et Ether. Et vous êtes le seul capable de l'exploiter de manière contrôlée. Pendant la première guerre des Agueloy, cette technologie a permis d'évacuer des milliers de civils, de déplacer des ressources critiques, de sauver la civilisation. Mais c'est aussi une technologie extrêmement risquée, parce qu'elle utilise l'éther. Et l'éther, c'est imprévisible, dangereux, mortel, ce qui soulève une question terrifiante. Comment est-ce que vous, spécifiquement, vous êtes capable d'exploiter l'interaction entre Originium et Ether d'une manière que personne d'autre ne peut reproduire? Est-ce que vous êtes humain? Est-ce que vous êtes une création technologique? Est-ce que vous êtes lié aux ruines précoloniales que l'on trouve partout sur Talos 2? Parce qu'il y a eu une civilisation avancée qui a disparu, avec des technologies qui semblent ressembler étrangement à ce que vous utilisez. Et personne ne pose la question tout haut. Personne ne dit « c'est bizarre que notre ennemi ait des capacités un peu comme celles d'une civilisation éteinte, non ?» C'est un silence qui en dit long. Le jeu ne répond pas encore à ces questions, mais il les pose. Et il les pose avec assez de poids pour qu'on comprenne qu'Enfield, c'est pas juste un gacha de colonisation spatiale. C'est une histoire sur l'héritage technologique, sur les erreurs du passé, sur les civilisations qui jouent avec des forces qu'elles ne comprennent pas, et sur ce qui arrive quand ces forces reviennent les hanter. Et au milieu de tout ça, il y a les Bristers. Les Bristers, ce ne sont pas une faction unifiée, c'est un terme générique pour désigner tous les groupes armés de pilleurs et de criminels qui vivent en marge de la société, qui survivent dans les terres sauvages par le pillage, les attaques de convois et la violence organisée. Le terme lui-même vient de Jacob Meissen, c'était le seigneur de guerre des terres sauvages. Il y a environ 60 ans, c'était un héros, un combattant de la première guerre des Agueloy, respecté, honoré. Mais quelque chose a changé. Et c'est un schéma qu'on connaît par cœur dans la fiction. Le héros de guerre qui devient seigneur de guerre. Le sauveur qui devient tyran. Pour ceux qui connaissent, pensez à Big Boss dans Metal Gear. Même trajectoire, même tragédie. Il a occupé un site de cultivation d'Originium. Il a fondé une armée de pillards massive qu'il a appelée les Bristers. Et c'est devenu l'organisation criminelle la plus dangereuse de l'histoire de Talos 2. Un seigneur de guerre qui a laissé une marque permanente sur la civilisation. Mais Jacob et ses Bristers ont été vaincus, complètement écrasés par la ceinture civilisée. Et pourtant son héritage a survécu. 3 clans majeurs ont repris le flambeau, les Briseurs d'Os, la Meute et les Pissables. Et au fil du temps, le terme Brister est devenu un nom générique pour tous les groupes armés qui rejettent les lois et l'ordre de la civilisation. Aujourd'hui, les Bristers, c'est un écosystème fragmenté de clans et de bandes armées. Certains sont violents, d'autres pragmatiques, certains collaborent avec le consortium et d'autres le combattent. La Meute, par exemple, collabore avec Enfield. Wolfguard et Rossi, 2 personnages jouables, eux viennent de la Meute. Ils aident à combattre les clans les plus dangereux, comme les Briseurs d'Os. Les Briseurs d'Os, c'est un des 3 clans majeurs hérités de Jacob. Mais eux, ils ont basculé dans quelque chose de bien plus sombre. Ils inhalent des vapeurs d'éther toxiques pour augmenter leur force physique. Ça les rend plus puissants, mais ça leur détruit le cerveau. Beaucoup d'entre eux ont perdu la capacité de parler correctement. Ils sont violents, imprévisibles, dangereux. C'est de l'autodestruction volontaire, comme un dopage extrême, où le prix à payer, c'est votre humanité. Et c'est là que Népharis rentre en jeu. Népharis, c'est une figure mystérieuse, puissante, capable de maîtriser l'éther d'une manière que personne d'autre ne peut. Contrairement à vous, qui exploitez l'interaction via le protorig, elle manipule l'éther directement, sans intermédiaire, sans technologie. Personne ne sait d'où elle vient, personne ne sait ce qu'elle veut vraiment. Tout ce qu'on sait, c'est qu'avant son arrivée, les Bristers étaient des pillards. Après, des fanatiques. Et la différence entre un pillard et un fanatique, c'est qu'un fanatique ne négocie pas. Et si on pousse la réflexion plus loin, Népharis et l'administrateur sont 2 faces de la même pièce. Vous exploitez l'Originium, elle exploite l'éther. Vous représentez l'ordre technologique, elle représente le chaos dimensionnel. Vous perdez vos souvenirs, elle semble savoir exactement ce qu'elle fait et qui vous êtes. Les Briseurs d'Os sont déjà tombés, ils suivent Népharis, ils inhalent l'éther, ils deviennent ses instruments. L'oripathie les ronge,
on en a parlé. Mais eux, ils n'ont ni suppresseur, ni médecin, juste la douleur et l'éther comme anesthésiant. C'est pour ça que certains clans inhalent les vapeurs. Pas juste pour la force, mais pour échapper à la douleur, pour oublier qu'ils sont en train de mourir lentement, pour avoir un dernier éclat de puissance avant la fin. C'est un choix désespéré, autodestructeur et profondément humain. Mais la meute, elle résiste encore. Ils refusent l'influence de Népharis. Ils collaborent avec Enfield pour combattre les clans tombés. Parce qu'ils savent que si Népharis réussit à unifier tous les Bristers sous sa bannière, à transformer l'héritage de Jacob Meissen en une armée fanatique de l'éther, la ceinture civilisée ne tiendra pas. Et peut-être que c'est exactement ce qu'elle veut. Ark Knights Enfield, ce n'est pas juste un spin-off Dark Knights avec des graphismes 3D. C'est un world-building dense, stratifié, ambitieux. Une réflexion sur la colonisation, sur la dépendance technologique, sur ce qui reste d'une civilisation quand elle est coupée de ses racines. C'est une histoire sur l'amnésie, l'identité fragmentée, sur ce que signifie être une légende quand on ne se souvient plus de ses propres exploits. Et c'est une exploration de concepts de science-fiction qui sont assez vertigineux. L'originium comme source de vie et de mort, les réplicants comme reconstruction d'identité perdue, l'éther comme menace existentielle, les téléprotocoles et le Dijiang, les failles dimensionnelles, les civilisations disparues, et les Faris. Cette figure qui maîtrise l'éther et manipule les Bristers vers un but encore inconnu. Mais ce qui m'a le plus marqué, personnellement, c'est la cohérence. Chaque élément du lore est connecté à un autre. L'originium crée l'oripathie, qui crée les inégalités sociales, qui crée les Bristers, qui crée la violence, qui nourrit l'originium. Tout est un cercle. Et chaque faction, chaque personnage, chaque technologie est un point dessus. Le jeu vient de sortir. On a accès qu'aux 2 premières zones, la Vallée 4 et Wuling. Mais déjà on sent qu'il y a quelque chose de profond, quelque chose qui mérite qu'on s'y attarde. Et si vous voulez creuser en ma compagnie les mystères du fondateur, les ruines, les Agéloïs, et découvrir l'identité de l'administrateur ou des Népharis, vous savez quoi faire. Un like, un abonnement, un petit commentaire. Ça aide bien plus que ce que vous pensez. Et ça me dit aussi que vous appréciez ce genre de contenu et que ça mérite de continuer dessus. Talos 2 vous attend. Et croyez-moi, ces secrets valent bien le détour.